Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre machiavélique. Le 11 mai 2012, un promeneur découvre le corps partiellement calciné de Kevin Cellier, 19 ans, dans une forêt des Pyrénées. Mais alors que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix d'Alain Lafont, oncle de Kevin, celles de Chris, un ami, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Vic-de-Sceaux, un petit village situé à une centaine de kilomètres de Toulouse, au pied des Pyrénées. Ce vendredi matin du mois de mai 2012, les habitants sont à 1000 lieues d'imaginer qu'une terrible découverte va bouleverser leur tranquillité. Il est un peu plus de 11 heures lorsqu'un retraité arpente la montagne avec son chien. Il cherche des morilles, c'est la pleine saison. Mais au détour d'un chemin, son fidèle compagnon reste figé devant un tas de terre. L'attitude de son chien l'interpelle, puisqu'effectivement il gratte la terre, mais bon, a priori, ce monsieur laisse faire le chien, puis s'approche tout de même un peu inquiet, un peu surpris. Et quand il rejoint son chien, en fait, il voit que son chien a la truffe sur un crâne. Le retraité est dubitatif. Est-ce un crâne animal ou humain ? Aussitôt, il prévient la gendarmerie. Ce matin-là, c'est Thomas Gobateau qui est de garde. Le policier décide de se rendre sur place. J'ai trouvé à son ton qu'il avait trouvé quelque chose de bizarre, parce que c'est quand même quelqu'un qui connaît bien la montagne. Et donc, il était inquiet de connaître le résultat, en fait. Et ce que le gendarme va découvrir ne va pas laisser place au doute. En fait, en regardant de plus près, je me suis aperçu de suite qu'il y avait une paire de chaussures donc, qui était à demi enterrée. De suite, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un corps humain, quoi. Un corps humain dissimulé sous les branchages. Voilà qui n'est pas banal. Mais que fait ce cadavre au beau milieu de la forêt ? Voici le début d'une affaire hors norme, une histoire insensée pour un crime d'une rare violence. On est dans quelque chose de froid, de mûrement calculé. On a un plan d'action mis au point par deux individus. C'est la première fois que je suis en face d'un individu qui a autant de sang-froid et de cruauté dans ce qu'il dit. Il raconte notamment qu'il éventre des chats, qu'il a des envies de tuer. Ils ne sont pas partis faire une partie de pêche, ils sont partis tuer un jeune homme. C'était un guet-apens, c'était une proie, il était traqué, le 24 mars, il allait mourir. Ça leur a pas coupé l'appétit. Après ça, ils sont partis manger au McDonald's. Ça leur a pas coupé l'appétit. À Vic-de-Sceaux, la découverte de ce corps intrigue les gendarmes. Le cadavre semble avoir été enterré là depuis déjà plusieurs mois. Il est en état de décomposition avancée. On constate donc au fur et à mesure donc, du déblaiement que ce corps n'est plus en fait un corps mais un squelette sur lequel donc la peau s'est momifiée et également donc est couvert de feuilles mortes qui se sont décomposées dessus. À l'époque, l'adjudant-chef Éric Carbonel est chargé de l'enquête. Et d'emblée, le gendarme va écarter de lui-même l'hypothèse de l'accident. Car le crâne présente de nombreuses lésions. La mâchoire et le nez sont cassés. La victime semble donc avoir été battue. Et plus surprenant, ces hommes découvrent des restes de cendres et des morceaux de papier calciné, comme si quelqu'un avait voulu brûler le corps. C'est trop tôt pour imaginer effectivement un début de scénario, mais en tout état de cause, pour nous, la piste criminelle ne fait pas de doute.
On est face à un ou des individus qui ont donné la mort à un autre et qui vont, au-delà d'avoir donné la mort, avoir eu un certain sang-froid puisqu'il y a une crémation qui n'est pas anodine puisqu'elle se porte sur les parties qui permettent d'identifier le corps. La crémation, les dents arrachées, aucun papier d'identité au sol, autant d'éléments qui montrent que le ou les tueurs ont tout fait pour que la victime ne puisse pas être identifié. Il y a pourtant un indice auquel le ou les criminels n'ont pas prêté attention. C'est une bague retrouvée sur l'annulaire de la main droite de la victime. Pour autant, cela ne va pas permettre d'identifier le cadavre. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. On ne sait rien en fait, on ne sait pas de qui il s'agit. Donc avant même de se demander comment, pourquoi, on va chercher à savoir quelle est cette personne. C'est l'autopsie qui va apporter un début de réponse. À commencer par les circonstances de la mort de la victime. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la volonté de tuer ne fait aucun doute. À Toulouse, au centre médico-légal, le médecin légiste révèle qu'au moins 6 coups de couteau ont été portés à la victime, dont 2 ont été mortels. Un à la tête et un dans le dos. Une chose est certaine, c'est que il y a eu quand même une violence extrême, puisqu'on trouve donc des entailles au niveau des os qui sont relativement conséquentes. Donc ça laisse supposer une certaine force pour pouvoir arriver à cisailler un os avec une lame tranchante. Ça ne donne peut-être pas des indices sur la personnalité des auteurs, mais ça donne en tout cas des indications sur leur état psychologique au moment où ils passent à l'acte, c'est-à-dire sur l'état de tension, de violence, d'agressivité et de rage. Le légiste confirme que le corps a bien été brûlé. Mais c'est grâce à l'analyse des ossements que les enquêteurs vont enfin en savoir un peu plus sur la victime. On remarque qu'il s'agit d'un homme, déjà, qu'il a entre 20 et 25 ans, donc assez jeune, et qu'il fait à peu près 1,70 m, et qu'il est de type caucasien. La bague est aussi analysée, en vain. C'est une chevalière sans valeur marchande, on va dire, et avec ces gravures, le chiffre 18 et la lettre K. Et la diffusion faite auprès des unités de gendarmerie, de police, n'amènera malheureusement aucun résultat. Une semaine après la découverte du corps, la victime n'a toujours pas de nom. Dans la région si paisible d'ordinaire, la terrible nouvelle commence à faire du bruit et l'inquiétude a gagné les habitants. Un meurtre aussi violent, c'est du jamais vu. Il y a eu de multiples rumeurs, mais effectivement, les gens avaient peur d'un tueur en série. Enfin, véritablement, il y a eu une sorte de peur très très importante, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est dans une commune reculée et que tout le monde se connaît. Donc on est un petit peu à regarder le voisin, à savoir, est-ce lui, est-ce que je le connais, est-ce que celui qui a été découvert, je le connais également. Ça a beaucoup remué, et même au-delà de Vic Dessau. Faire taire les rumeurs, c'est maintenant l'objectif des gendarmes. Et ils vont avoir de la chance. 1 mois après la terrible découverte, un résultat d'analyse va permettre enfin de mettre un nom sur le cadavre. Incroyable, l'ADN retrouvé sur la scène de crime match avec celui d'un jeune homme enregistré dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Un rapprochement est fait avec un individu qui se nomme donc Cellier Kevin. Je ne vais pas vous dire qu'on fait youpi, mais... À partir de ce moment-là, l'enquête donc bascule puisque nous avons donc son identité et donc nous allons pouvoir travailler sur cette personne et essayer donc de trouver les raisons qui ont amené donc l'irréparable. Kevin Cellier
est un jeune ariégeois âgé de 19 ans. Et surprise, une main courante pour disparition inquiétante avait justement été déposée au commissariat par son oncle et sa tante 2 mois plus tôt. Kevin vivait chez eux à Pamiers, une petite commune située à 50 km de Vic-de-Sceaux. Les gendarmes s'y rendent pour leur annoncer la terrible nouvelle. Sur le moment, c'est comme si on nous donne un coup sur la tête. Vous êtes assommé, quoi. Parce que vous y croyez, mais vous ne voulez pas y croire. C'est dur. On se demande le pourquoi, qui, et qu'est-ce qu'il est allé faire là-haut. Surtout, bon, il n'avait pas de voiture, lui. Donc, c'est le brouillard, quoi. C'est la grande confusion. Pour Alain, l'oncle du jeune homme, le choc est d'autant plus violent qu'il a élevé et choyé Kevin comme un fils. Comble de l'horreur, en raison de l'état dégradé de son corps, Alain ne pourra même pas revoir son visage une dernière fois, ni lui dire adieu. Le fait de ne pas l'avoir revu une dernière fois, ça fait mal. On ne doute, on n'en a pas, on n'en a plus maintenant. Mais c'est très dur. C'est comme on vous ramène une boîte fermée. Ça fait mal. Aujourd'hui encore, 8 ans après la mort de Kevin, Alain et sa femme n'ont toujours pas fait leur deuil. Dans leur maison, la chambre du jeune homme est restée intacte. Et dans leur esprit, la même question qui les hante. Pourquoi a-t-on assassiné leur fils de cœur? Ah, c'était quelqu'un qui était très volontaire. Même à la maison, tout ça, il était bien, quoi. Je le faisais travailler au jardin, enfin, travailler, arracher un peu d'herbe, n'importe, on lui donnait une pièce de monnaie, il était très content. On faisait des parties de pêche ensemble, on allait en montagne aux champignons, on jouait aux boules, voilà. Et le soir aux cartes, bien souvent. C'est un garçon qui était plus attiré par l'aspect technique, par les choses concrètes que par les études. Mais pour autant, c'était un garçon travailleur qui avait en réalité les valeurs comme les avaient les anciens, la famille, le travail. Côté cœur, la vie semblait sourire à Kevin. Le jeune homme était amoureux et il avait même présenté l'heureux élu à son oncle. Il fréquentait une jeune fille qui était très 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 bien. Il aurait été venu 2 ou 3 fois à la maison. Il avait un côté très fleur bleue, très finalement à la recherche de l'affection, à la recherche de l'attention qu'on pouvait lui porter. Seulement, ce portrait dressé par ses proches semble un peu trop lisse pour les gendarmes. L'adjudant-chef Éric Carbonel sait que Kevin Sellier est un jeune homme connu de ses services. Kevin donc se découvre face à nous comme un petit délinquant appartenant à la petite et moyenne délinquance de Pamiers de Foix. Et on s'aperçoit donc que dans les faits qui lui sont reprochés, il y a des actes de rébellion, il y a du vol à l'étalage et il y a surtout du trafic de stupes, de la résine de cannabis à petite échelle. Alors, Kevin aurait-il fait une mauvaise rencontre? A-t-il été victime d'un règlement de compte? Il arrive régulièrement que des petits dealers comme ça se fassent tuer parce qu'ils ont une dette. Donc on appelle ça des carottes dans le jargon policier. Donc les gendarmes, les enquêteurs se demandent si Kevin Sellier n'a pas carotté quelqu'un. Donc ils vont essayer de voir un petit peu quel était son entourage de délinquants, à qui il achetait, à qui il vendait.
Les gendarmes vont mettre sur écoute et auditionner tous les délinquants qui étaient en contact avec la victime, sans succès. Ils doivent se rendre à l'évidence, Kevin n'a pas été victime d'un règlement de compte entre dealers. On est loin de l'adolescent violent et bagarreur qu'on a voulu nous présenter. On est simplement face à un jeune homme qui cherche de l'affection et de l'attention, qui effectivement va faire des bêtises, et bêtises qui vont avoir une importance relative puisque nous sommes dans un petit village où effectivement c'est de suite vu de manière beaucoup moins clémente que dans de grandes agglomérations. L'hypothèse du règlement de compte, effectivement, tombe assez rapidement. Et là, les questions se posent. Qui, puisque si ce n'est pas dans cet environnement judiciaire, c'est pas la famille de Kevin, qui peut en vouloir à Kevin? Éric Carbonel décide alors d'interroger les amis proches de Kevin Sellier. À commencer par Laura et Cindy, deux copines du jeune homme qui vivent seules en colocation dans un 2 pièces au rez-de-chaussée de cette maison. Chez elle, Kevin venait souvent s'amuser. On est véritablement dans le contexte d'une auberge espagnole où tout le monde vient, c'est à la bonne franquette et on passe des soirées entre jeunes gens de 19 ans. Avec un petit peu d'argent, on achète un petit peu d'alcool, on fait la fête, on écoute la musique, on vit un peu à l'espagnol, on travaille peu et on se couche tard et on fait la fête un maximum. Face aux gendarmes, Cindy et Laura indiquent ne plus avoir de nouvelles de Kevin depuis maintenant plusieurs mois. Elles vont dire qu'elles ne l'ont pas vu depuis la date de la disparition et a priori qu'elles ont imaginé qu'il était parti à l'étranger, qu'il était peut-être parti en Espagne ou des choses comme ça. On est par rapport à un groupe de jeunes dont la vie des uns et des autres est très libre. Ils vont, ils viennent. Mais le témoignage de Cindy et Laura, les deux amies de la victime, intrigue les enquêteurs. Toutes les deux, pourtant interrogées séparément, vont servir aux gendarmes une anecdote. Elles se souviennent d'avoir croisé Kevin pour la dernière fois, faisant du stop, 4 jours avant sa disparition, le 20 mars 2012. Nous avons vu à la sortie de Saverdun, en direction de Pamiers, Kevin qui faisait du stop. Comme j'étais lancée, je n'ai pas pu m'arrêter. Éric Carbonel et ses hommes ont l'impression que les deux jeunes femmes se sont concertées pour faire la même déclaration. J'ai des doutes, enfin, je suis perplexe parce qu'elles ont un certain aplomb et elles sont affirmatives. Les enquêteurs vont être piqués par le fait que ces deux jeunes femmes livrent quasiment la même version et soient très précis sur la date du 20 mars. On est plusieurs mois après la disparition de Kevin et il est relativement surprenant de se souvenir avec autant de précision d'une date. Cependant, les deux amies repartent libres, mais les gendarmes sont persuadés qu'elles ne disent pas toute la vérité. Alors ils décident d'enquêter sur elles et ils vont très vite obtenir des résultats. L'analyse de leur communication téléphonique prouve que l'une des deux a menti. Le 24 mars 2012, par exemple, c'est le jour du meurtre. Et contrairement à ses déclarations, Cindy était en compagnie de Kevin. Le téléphone de Cindy, effectivement, borne à 16h23 à Vic-Dessous. On s'apercevra que le téléphone de Kevin abordé au même endroit, au même moment. Donc effectivement, ça signifie que Cindy a vu Kevin et a été en contact avec lui ce 24 mars, le jour même de la disparition de Kevin. Donc elle a menti aux enquêteurs. L'enquête va prendre alors un nouveau tournant puisque cette jeune femme, finalement que l'on ne soupçonnait pas, va attirer les soupçons des enquêteurs. Pourquoi avoir menti? Pourquoi avoir caché avoir été en présence de Kevin? La question taraude les enquêteurs. Comment Cindy pourrait-elle être impliquée dans la mort de Kevin alors que de l'avis de tous, la jeune fille semble être au-dessus de tout soupçon? Cindy est une jeune femme courageuse. Après le bac, elle a enchaîné les petits boulots, serveuse, babysitter ou femme de ménage.
Elle est très volontaire, elle travaille énormément, elle travaille depuis qu'elle a 16 ans. Elle est aussi très intéressée par le rapport aux autres, par le soin aux autres. Notamment, elle accompagne sa grand-mère à Lourdes pour s'occuper de personnes handicapées. Elle a des valeurs qui sont très importantes et très présentes, des valeurs de travail et des valeurs familiales qui sont très ancrées en elle. Cindy a un environnement qui est relativement sain. Je veux dire, sa mère est remariée, mais son beau-père est quelqu'un d'exemplaire qui lui inculque les valeurs, qui la considère comme sa fille. Elle a une sœur, je veux dire, ça ne pose aucun... ça paraît être une famille modèle. Malgré ce portrait de jeune femme parfaite, les gendarmes pensent que Cindy leur cache quelque chose. Alors ils décident de la placer en garde à vue. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, elle va directement s'accuser du crime. Ils vont être très surpris parce qu'à ce moment-là, elle va tout lâcher. Et elle va dire « Ok, c'est moi ». La jeune femme prétend avoir agi en état de légitime défense. Contrairement à ce qu'elle avait affirmé, Cindy avait bien vu Kevin le jour de sa disparition. Et elle n'était pas seule. Cindy nous indique donc qu'elle est au volant de sa voiture et qu'elle quitte la localité de Saverdun et elle est en compagnie de Johan, un ami d'enfance avec qui donc elle a envisagé de faire une randonnée, voire après aller dans une fête sur le secteur de Ville-de-Sceaux. Elle avait préparé à cet effet du matériel et de quoi pique-niquer. Elle s'était emparée d'un poulet, d'un couteau pour le découper. Elle croise Kevin Sellier sur le bord de la route qui est en train de faire de l'autostop. Donc elle le prend. Devant les gendarmes, Cindy poursuit ses incroyables aveux. Ce jour-là, avec Johan, son ami d'enfance, et Kevin, elle aurait roulé une dizaine de kilomètres. Sur un chemin forestier, en haut d'une montagne, Johan lui aurait alors demandé de s'arrêter pour un besoin pressant. C'est à ce moment-là que Kevin Sellier aurait tenté d'abuser d'elle. Il lui aurait mis la main sur la cuisse en lui disant « De toute façon, tu n'es bonne qu'à ça ». Et elle explique qu'à partir de là, une scène d'empoignade va les opposer. Les portes sont ouvertes. Elle se saisit d'une pierre qui se trouve au sol et l'utilise pour porter 3 coups au visage donc de Sellier, qui lui penche donc également sur l'extérieur du véhicule et ce dernier donc se saisit d'un couteau qui se trouve dans une poche qui est à ses pieds et il le lui plante, d'après ce qu'elle nous dit, dans son bras gauche. Le couteau reste planté et elle-même s'en saisit et toujours menaçante, elle commence à donner des coups de couteau donc à Kevin qui sort de la voiture. Elle le suit, elle lui emboîte le pas et elle finit effectivement de lui donner des coups de couteau qui l'achèvent. Voilà comment elle explique le drame. Quand son ami d'enfance, Johan, la rejoint, il est trop tard. Kevin Sellier est couvert de sang. Sidérés par la situation, les deux amis auraient alors tenté de se débarrasser du corps. Visiblement, ils restent un peu tous les deux, hein, en sachant que faire. Et puis, ils vont décider d'essayer de brûler le corps. Donc, c'est la raison pour laquelle Cindy va recouvrir le corps d'un produit inflammable et qu'elle va mettre le feu au corps. Cindy affirme que Johan l'a aidé à recouvrir le corps de branchage. Elle ajoute qu'elle s'est débarrassée du couteau et du téléphone portable de la victime dans une poubelle. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Kevin Sellier. Dans la seconde partie, vous allez voir que les enquêteurs vont orienter leurs recherches sur 2 suspects au profil psychologique inquiétant. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Kevin Sellier,
vous allez voir que les enquêteurs vont orienter leurs recherches sur 2 suspects au profil psychologique inquiétant. Avec moi, vous entendrez les voix d'Alain Lafont, oncle de Kevin, celle de Chris, un ami, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Le scénario de la jeune femme est très précis, mais de nombreux éléments paraissent peu crédibles aux yeux des gendarmes. On est dans un chemin, on se gare très loin de l'entrée du chemin pour ne pas être visible, ce qui n'est pas du tout compatible avec l'envie pressante d'uriner. La grosse pierre dont elle nous parle, il n'y en a pas sur le chemin de grosse pierre, donc c'est pas possible. Et puis alors ce serait une grande chance de se baisser, de ramasser une grosse pierre. C'est pas cohérent, quoi. Je veux dire, ces petits trucs-là, c'est pas cohérent. Au-delà des incohérences dans le scénario que Cindy livre, les enquêteurs vont récolter des indices qui prouvent que la jeune femme n'a pas agi en état de légitime défense. En effet, tout laisse penser qu'elle ment et que le meurtre de Kevin a été en fait minutieusement préparé. La voiture de Cindy est passée au crible et les gendarmes s'aperçoivent que l'habitacle a été nettoyé méticuleusement. Rien ne traîne. Tout a été passé à l'eau, tout a été passé à l'aspirateur. Dans le coffre, les gendarmes font une découverte capitale qui confirme leurs soupçons. On découvre du matériel de peinture, on découvre des bouteilles de white spirit, on découvre des sacs plastiques. On retrouve vraiment énormément de choses dans sa voiture. Et là, ça va mettre un peu la puce à l'oreille des enquêteurs et on se dit, c'est quand même pas tout le monde qui se trimballe avec des cordes et des sacs plastiques dans sa voiture. Donc on retrouve les éléments qui ont été utilisés pour tuer, ou qui auraient pu être utilisés pour tuer Kevin, et les éléments qui permettaient de mettre le feu au corps de Kevin. Mais en garde à vue, Cindy dément avec force la préméditation. En plus, elle a réponse à tout. Cindy explique la présence de tous ces objets dans sa voiture en indiquant que sa voiture, c'est un peu sa maison. Elle y met un certain nombre d'objets. Elle fait de la peinture, donc elle a du white spirit. Elle a de l'alcool à brûler. Elle a des couteaux, parce qu'elle bricole parfois. Les enquêteurs ne croient pas les explications de Cindy. Pour eux, elle est coupable, cela ne fait aucun doute. Et elle a agi de sang-froid. Comble du cynisme, un détail va achever de convaincre les gendarmes que la jeune femme a peut-être commis ce crime. Un détail particulièrement sordide. Elle dira aux enquêteurs qu'une fois que les choses ont été accomplies, elle a eu faim et qu'avec son ami, peut-être parce que les faits accomplis auraient creusé son appétit, ils vont se rendre comme si de rien n'était au McDonald's de Pamiers pour dévorer un repas gargantuesque. Et elle dira d'ailleurs y avoir croisé sa tante et avoir eu avec elle une conversation tout à fait banale, oubliant que quelques instants auparavant, elle était en train de tuer froidement et de cramer un individu qui la considérait comme une amie. Dans les aveux qu'elle fait, elle est complètement détachée, elle raconte une histoire sans marquer de dégoût, sans marquer de tristesse. Pour les enquêteurs, il devient urgent à présent d'entendre Johan, le principal témoin du meurtre. Et le jeune homme va confirmer la préméditation. Selon lui, Cindy avait tout organisé. Il dit qu'effectivement, Cindy avait tout prémédité, mais que lui, il ignorait cette préméditation du geste. Et il précise qu'elle avait emmené l'alcool à brûler et des bâches, les bâches qui ont servi à déplacer le corps parce que c'est plus facile. On n'est pas du tout dans quelque chose d'instinctif, d'immédiat. On est dans quelque chose de froid, de mûrement calculé et peut-être même des jours à l'avance. On est donc véritablement dans quelque chose de beaucoup plus noir et de beaucoup plus inquiétant. Mais il reste encore des questions sans réponse. Comment expliquer que cette jeune femme, apparemment bien sous tout rapport, ait pu basculer dans cette folie meurtrière? Avait-elle des raisons d'en vouloir à Kevin?
La suite de l'enquête va le confirmer. En fait, il semblerait que Cindy et la victime aient eu des différends ces derniers temps. Notamment parce que Kevin lui aurait volé 400 € en liquide quelques mois plus tôt. Ce qui s'est passé, c'est que Cindy est en voiture avec Laura, sa colocataire, et Kevin, et ils s'arrêtent chez ses grands-parents à elle. Ces gens qui sont des gens polis et généreux leur ouvrent leurs portes et les invitent à prendre un café. Dans le salon, il y a une cheminée, et sur la cheminée, il y a une enveloppe contenant de l'argent. Et cette enveloppe a été dérobée par Kevin. Dès lors, Cindy va vouer à Kevin une haine sans borne. Et elle va même proférer à son encontre des menaces pour le moins explicites. Cindy commence un peu à l'avoir mauvaise envers Kevin. Elle essaye de le faire avouer. Il dit mais non, c'est pas moi. Là, elle le voit arriver avec des nouveaux vêtements. Et on sent que ça commence un peu à monter. D'ailleurs, elle dira à sa colocataire, à Laura, comme n'importe qui pourrait dire, elle dit « je vais le tuer ». C'est quelque chose qui lui paraît insupportable. Ça lui paraît insupportable, pas pour la somme. Ça lui paraît insupportable parce que c'est un ami à elle, parce qu'elle a confiance en lui, qu'elle l'amène chez ses grands-parents. Ben, malgré ça, ça l'arrête pas. Il vole cet argent. Et symboliquement, pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Seulement pour les enquêteurs, il y a quelque chose qui cloche. Car le mobile ne tient pas. Là, 400 €, c'est choquant. Ça interpelle, c'est très choquant. Tuer quelqu'un pour 400 €, ça veut dire que la vie n'a plus de prix, qu'on n'a pas de prix. Face au scepticisme des gendarmes, Cindy va dire qu'elle avait une autre raison d'en vouloir à Kevin. Une raison qu'elle avait jusqu'ici gardée secrète. Ce qu'elle raconte aux enquêteurs, c'est que environ 15 jours avant les faits, elle s'était endormie dans son lit. Elle n'arrive plus bien à situer si c'est l'après-midi, le soir. Elle sait en tout cas qu'elle s'endort, qu'elle fait un rêve érotique et que quand elle se réveille, Kevin Sellier est en elle. Elle le repousse et elle va se réfugier dans la salle de bain. Et donc, effectivement, elle accuse Kevin de l'avoir agressée sexuellement. Les choses en sont restées là. Elle n'a jamais demandé de compte particulier à Kevin, tout cela ayant été commis dans une sorte de brouillard. Mais la thèse du viol va être mise à mal. D'abord parce que ce jour-là, au domicile de Cindy, une petite fête était organisée. Une douzaine de personnes étaient présentes et personne n'a rien entendu. Parmi eux, il y avait l'un des meilleurs amis de Kevin. Il a accepté de témoigner devant notre caméra à visage caché. Il ne croit pas un seul instant à la thèse de l'agression sexuelle. Que raconte Cindy? Pour moi, c'est pas réel. Il avait un énorme respect envers les femmes. J'imaginais pas du tout Kevin pouvoir violer Cindy ou une femme. Selon le jeune homme, il y a un argument imparable pour infirmer la thèse du viol. On est obligé de passer par la chambre pour entrer en salle de bain. Donc dans la chambre où Cindy serait fait violer par Kevin pendant plusieurs heures. On était une douzaine, peut-être même un peu plus, dans le salon. La majorité des hommes. On buvait beaucoup, on fumait. Et c'était quand même étrange que pendant plusieurs heures, personne ne soit rentré dans la chambre pour aller dans la salle de bain, pour aller aux toilettes. Non seulement il n'existe aucun témoin du viol, mais les gendarmes se demandent pourquoi Cindy n'a pas porté plainte contre Kevin au lendemain de l'agression. En attendant de démêler le vrai du faux, la jeune femme est mise en examen pour le meurtre de Kevin. Elle est placée en détention provisoire à la prison de Cesse, près de Toulouse. Mais vous allez le voir, l'enquête est loin d'être bouclée. Car il y a un élément qui intrigue particulièrement les enquêteurs. Cindy ne mesure qu'1,55 m. Face à Kevin, qui mesurait plus d'1,70 m, comment a-t-elle réussi à désarmer le jeune homme?
Comment a-t-elle asséné plusieurs coups de couteau avec une telle force? Je doute sur la première version qu'elle donne, dans le sens où la violence des coups qui ont été portés ne correspond pas. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. En tout cas, c'est une question qui, moi, m'a complètement obsédé. Enfin, voilà un squelette qui est découvert, porteur de stries provoquées par des coups portés avec une arme blanche. Le squelette est marqué. Donc ça signifie que les coups ont été assénés avec puissance. Alors forcément, les gendarmes se demandent si Cindy n'a pas bénéficié d'une aide extérieure pour tuer. Notamment celle de son ami d'enfance, Johan. Souvenez-vous, le jour du meurtre, il était avec elle. Ont-ils commis le crime à 4 mains? Les enquêteurs décident de s'intéresser de plus près à la personnalité du jeune homme. Et ce qu'ils vont découvrir est particulièrement inquiétant. Johan, 1m93, 95 kg, le teint blafard, un physique très particulier, des cheveux noirs de jet, un look gothique, il ne porte que des gros godillots avec des clous, des manteaux en cuir noirs. Dans les petits villages de l'Ariège, Johan ne passe pas inaperçu. Et ce n'est pas uniquement pour son look. Comme en témoigne Chris, le meilleur ami de la victime, qui l'a croisé à de nombreuses reprises. Le souvenir que j'ai de lui, c'était... le premier abord, c'est une personne très seule et très triste qui veut donner une image. Lui, ce qu'il aimait faire, c'était tuer des chats, enfin, tout ce qui était un peu sataniste. Il a inventé qu'il avait commis 3 meurtres, qu'il avait tué 3 types à Colmar, qu'il avait un scorpion égyptien, qu'il avait la passion de tuer les chats et de les éventrer. Il racontait qu'il avait un grimoire magique qu'il tenait d'un héritage familial, que les sortilèges qu'il contenait étaient absolument terrifiants, qu'il provenait d'une famille d'empoisonneurs célèbres. Enfin, il aménage, j'ai envie de dire, un personnage tout droit sorti d'un film ou d'un livre de médiéval fantastique. Johan semble réellement fasciné par la mort. Mais pour autant, cela fait-il de lui un meurtrier? Est-ce qu'ils sont face à un menteur, un mythomane, qui s'invente ce personnage et où rien n'est vrai? Ou est-ce qu'à travers ce personnage, il y a de la réalité? Par le biais des expertises, on nous fait comprendre que tout n'est pas mensonge et qu'au milieu de tout ça, il faut chercher une part de vérité. Est-ce qu'effectivement, on n'est que dans un monde virtuel ou on est dans un monde réel? Et est-ce qu'il n'a pas passé le pas du virtuel au réel? En réalité, la vérité semble plus complexe qu'il n'y paraît. Car derrière ce personnage sombre et inquiétant, les gendarmes découvrent d'abord un jeune homme brillant. Johan a grandi dans l'Ariège. Il est l'aîné de 2 frères et sœurs. Ses parents sont infirmiers psychiatriques et depuis 1 an, il poursuit des études pour devenir ingénieur à Toulouse, dans un internat. Johan est un enfant très intelligent. Il est décrit par les adultes comme quelqu'un de très agréable. Il fait beaucoup de musique, il s'intéresse énormément à la nature. Il aime beaucoup faire des randonnées, comme son père. À l'époque, ses camarades le traitent d'intello. Et il devient même la tête de turc de la classe. Il est harcelé en réalité par ses petits camarades de classe. Il devient un peu leur souffre-douleur. Et pour fuir, ou en tout cas pour se défendre de ces attaques, il va se créer un personnage. Il se met à s'habiller autrement, à chercher un peu son style, à s'habiller tout en noir. Il veut paraître un peu plus fort, un peu plus cool que ce qu'il n'est. Le penchant gothique de Johan serait né à cette époque. Du jour au lendemain, le jeune homme serait apparu plus agressif, voire plus terrifiant.
C'est en tout cas ce que disent ses camarades d'internat. Ses amis vont présenter un visage de Joanne qui s'apparente véritablement au plus terrifiant des serial killers. Une semaine avant le meurtre, les camarades de Joanne vont être les témoins d'une inquiétante confidence de sa part. Il va expliquer à ses camarades de promotion que pour son anniversaire, elle va lui offrir de tuer quelqu'un. Il va expliquer que la personne en question, finalement, sa vie n'a pas du tout de valeur parce que ce serait quelqu'un qui aurait eu des problèmes avec la justice. Il va expliquer que cette personne est quelqu'un d'athlétique, ce qui colle avec Kevin, et que donc, pour ce faire, il va falloir habilement préparer la mise à mort. Il explique comment ça va se passer. Le matériel qu'il a acheté, il est allé acheter des cordes, il est allé acheter effectivement des produits, et qu'effectivement, il y a un plan qui est prévu. Et 2 jours après le meurtre, Joanne aurait renchéri. Cette fois, il avoue à ses amis que Cindy lui a offert un plan à la Dexter. Référence au titre d'une célèbre série télévisée américaine qui a pour héros un serial killer. Il va leur dire, mais fièrement, avec une satisfaction, ça y est, c'est fait, j'ai eu mon cadeau, je l'ai tué. Il va indiquer qu'au moment où ils vont l'amener sur ce chemin, eh bien, c'est là que le processus mortel va commencer. Il va expliquer qu'ils vont arriver à l'endormir avec le produit. Et à ce moment-là, et on est bien avant la découverte du corps de Kevin, il va leur expliquer qu'il lui a défoncé les dents à coups de marteau. Il va se vanter d'avoir commis sur Kevin d'innombrables sévices. Notamment, il va dire à l'un de ses camarades « je lui ai enlevé l'œil à la petite cuillère ». Des détails extrêmement sadiques. Il explique dans les détails comment il a poignardé, comment il a préparé un produit pour favoriser le pourrissement du corps. Enfin, tous ces éléments-là, c'est à la limite de la cruauté à l'état pur. Il utilise l'expression du plan Dexter, qui n'est jamais que le récit d'un criminel en série policier qui donne la mort uniquement au criminel en série. Donc Kevin, selon Joanne, mérite de souffrir, mérite de payer pour ses péchés. Ces témoignages glaçants confirment la conviction des gendarmes. Joanne serait bel et bien le bras armé de Cindy. À partir de ce moment-là, on a la certitude d'une préméditation partagée. Contrairement à ce que disait Joanne lors de ses déclarations en garde à vue, j'étais spectateur, elle avait prémédité son geste, mais moi, je ne le savais pas. Là, les déclarations qu'il fait à ses camarades démontrent l'inverse. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, non seulement Joanne semble n'avoir aucun remords, mais il est même fier de son geste abominable, comme en témoignent les textos qu'il envoie à ses amis. Il leur envoie les liens par l'intermédiaire des téléphones, des journaux relatant l'affaire. Et il rajoute des annotations en disant ils n'ont pas trouvé, ils ne sont pas prêts de trouver, on a fait ce qu'il fallait pour que justement ils ne retrouvent pas. Enfin, je veux dire, il leur dit clairement, il leur explique qu'il a participé à un crime. C'est la première fois que je suis en face d'un individu qui a autant de sang-froid et de cruauté dans ce qu'il dit, en fait. Parce qu'on a l'impression, quelque part, quand il le raconte, que Joanne trouve du plaisir, et d'ailleurs, c'est ce que les gens diront, il le disait avec des rires, avec moquerie, trouve du plaisir dans ce qu'il a pu accomplir. Et là, c'est particulièrement choquant et écœurant. Suite aux révélations de ses amis, Joanne est placée en garde à vue. Mais le jeune homme continue de nier les faits. Et c'est Laura, la colocataire de Cindy, qui va donner aux enquêteurs les preuves qui leur manquent. Car Cindy s'est confiée à elle, lui affirmant avoir tué Kevin avec Joanne.
Laura, c'est la pièce manquante qui nous amène, qui répond à nos questions, ou du moins qui confirme ce qu'on pouvait imaginer. Elle a obtenu des confidences très circonstanciées de Cindy, et dans une situation très particulière. C'est un soir, elle regarde la télé, et Cindy, elle est, je dirais qu'elle est au fond du seau. Elle est fragile, elle commence à parler, à évacuer ce qu'elle a vécu. Cindy s'est mise à lui dire qu'en fait, Kevin ne reviendrait pas, parce que, avec son copain Johan, ils avaient pris un produit, ils avaient essayé de l'endormir, qu'il lui avait donné un coup de marteau, qu'il avait essayé de s'échapper par la suite et puis qu'il l'avait fini. Et la raison de tout ça aurait été le vol des 400 € chez les grands-parents de Cindy. Et ce n'est pas tout. À son amie Laura, Cindy aurait affirmé que ce meurtre était son idée. Voilà ce que Laura déclare aux enquêteurs. Il a dit que ça l'intéressait de tuer quelqu'un pour voir comment cela faisait. Quand on lit cette phrase de Laura dans ses déclarations, effectivement, ça fait froid dans le dos. On a un plan d'action mis au point par deux individus. L'un étant peut-être celui qui va agir, l'autre étant le concepteur. Mais là, à partir de ce moment-là, on est certain que Johan et Cindy ont préparé l'assassinat de Kevin. Le scénario du crime est digne des meilleurs polars. Mais il reste des questions sans réponse. Comment deux jeunes de 20 ans, à peine, ont-ils pu plonger dans une telle horreur ? Quel est le rôle exact de chacun dans ce crime barbare ? 4 ans plus tard, le 29 mars 2016, les proches de Kevin attendent avec impatience l'ouverture du procès pour comprendre et enfin faire leur deuil. On se demande sur quoi on va tomber, sur qui on va tomber. Parce que c'est là vraiment qu'on a vu les accusés. On n'a jamais eu l'occasion de les voir auparavant. On se demande s'ils ont des remords. Parce que quand même, ce qu'ils ont fait, c'est abominable. Ils ont voulu se faire plaisir. Ça leur a pas coupé l'appétit. Après ça, ils sont partis manger au McDonald's. Ça leur a pas coupé l'appétit. C'est affreux, quoi. Avant même de pénétrer dans la salle d'audience, l'oncle de Kevin va avoir un choc. Johan comparaît libre, car le juge a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le placer en détention provisoire. Et puis ce qui surprend, c'est que Johan, pourtant accusé d'un crime insensé, arrive plus que décontracté à l'audience. Il arrive en compagnie et au bras d'une jeune femme blonde. Jeunes, ils sont très amoureux et ils le font comprendre, puisque dans la salle des pas perdus, avant de rentrer, on a même l'impression qu'ils vont célébrer une noce plutôt que passer à la cour d'assises, entouré de sa famille, et avec une décontraction surprenante. Johan est méconnaissable. Il a troqué ses bagues et son long manteau noir pour un costume. Et il ne semble toujours pas mesurer la gravité des faits qui lui sont reprochés. Ce jour-là, l'oncle de Kevin ne le quitte pas des yeux, la boule au ventre, sidéré. Il vit son attitude comme une provocation. Quand on l'a vu arriver libre au procès, on se demande si c'est normal. Si la justice est vraiment normale. On se le demande. On ne l'a pas lâché d'une seconde. On ne l'a pas lâché d'une seconde de son regard. Chose incroyable, les premières minutes du procès commencent par un coup de théâtre. Les deux amis d'enfance, Cindy et Johan, vont se rejeter mutuellement la faute et se dédouaner du meurtre de Kevin. L'instruction a quand même duré plusieurs années. Cindy est restée sur sa position, elle est restée sur ses aveux. Elle a dit « c'est moi qui ai porté les coups
à Kevin Sellier, c'est moi qui l'ai tué. Elle dira même à ses parents, ne venez pas plus me voir, reniez-moi, je le mérite. Et là, soudain, elle arrive au procès et elle change complètement d'histoire. Et là, c'est plus elle qui a tué Kevin, mais c'est Johan. Johan, ébahi, stupéfait, pris au piège en quelque sorte par les déclarations de Cindy, à l'ouverture du procès, campe sur sa position en disant « elle ment ». Elle ment, je n'ai rien fait. Mais alors, qui dit vrai? À la barre, les experts défilent. Ils dépeignent Cindy comme une jeune fille fragile, mais ont bien du mal à justifier son comportement incompréhensible. Contrairement à Johan, dont la personnalité plus complexe colle selon eux davantage à l'horreur des faits qui lui sont reprochés. On est face à un individu qui, de toute façon, on le sait, est un sociopathe. Il est dénué d'empathie, il a de la jouissance, c'est le type même du pervers, dans la détresse de l'autre. On a à peu près compris, au travers du dossier, au travers de ce que les uns et les autres avaient voulu nous en livrer, que c'est un personnage qui n'est pas simplement menteur, pas simplement inquiétant, mais qui a sans doute, et je le dis en le pensant très profondément, été complètement débordé par le passager noir qu'il s'est lui-même créé. Il est devenu l'autre. Il a décidé effectivement de donner libre cours à ses fantasmes et à cette attirance pour le morbide. Johan a-t-il manipulé Cindy? L'a-t-il entraîné dans une spirale infernale qui l'a conduite à commettre le pire? À ces questions, les proches de Kevin n'auront peut-être jamais de réponse. La rencontre de Johan et de Cindy a effectivement été une rencontre fatale. La symbiose de ces deux personnalités. Au lieu de se neutraliser, ces deux personnalités se sont accumulées. Les travers, les traits de personnalité particuliers de l'un ont rejoint les traits de personnalité particuliers de l'autre. Après 4 heures de débats éprouvants, les jurés sont parvenus à se mettre d'accord. Cindy et Johan sont condamnés chacun à 25 années de prison. À l'écoute du jugement, Johan s'écroule, abasourdi, car il pensait repartir libre. Cindy, elle, reste sans voix. Ses peines seront en partie confirmées 2 ans plus tard en appel, 25 ans de prison pour Johan et 22 ans pour Cindy. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Kevin Sellier. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Le sang séché, incrusté dans les maillons d'argent terni, n'aurait jamais dû reparaître 20 ans plus tard sur la vitrine poussiéreuse d'un antiquaire de province. Pourtant, un soir d'automne, sous les néons blafards d'une rue presque vide, un passant poussa la porte grinçante de cette boutique oubliée du temps. Et ce fut là, entre des cadres rongés par l'humidité et des poupées de porcelaine au regard vitreux, que la vérité, que l'on croyait ensevelie à jamais, s'apprêtait à refaire surface. Le collier ne brillait plus, mais il portait en lui une lueur sombre, comme un témoin silencieux revenu hanter les vivants. Il appartenait à une jeune femme dont le visage avait jadis rempli les journaux, une infirmière dont le destin brutal, en 2001, avait glacé tout un pays. À l'époque, son nom circulait dans chaque service hospitalier, sur chaque plateau télé, au détour des conversations dans les cafés de quartier. Elle s'appelait Élodie Martin, 24 ans, une carrière prometteuse, une vie qui semblait toute tracée. Dans les couloirs blancs de l'hôpital de province où elle travaillait, elle incarnait l'espoir et la dévotion, une silhouette mince portant la blouse immaculée, un sourire discret offert aux malades qu'elle soignait. Mais la nuit du 12 février 2001, ce sourire s'éteignit dans une mare de sang. Ce fut un meurtre brutal, sans logique apparente, sans mobile clair, qui plongea les enquêteurs dans un labyrinthe de pistes contradictoires et la famille dans un deuil impossible.
Le quartier où elle vivait respirait la banalité rassurante des lotissements modernes. Des pavillons alignés, des haies de thuya soigneusement taillées, des lampadaires qui diffusaient une lumière orangée le long des trottoirs. Rien ne laissait présager qu'une violence soudaine allait briser cette tranquillité. Pourtant, cette nuit-là, les voisins entendirent un bruit sourd, suivi d'un cri étouffé. Certains pensèrent à une dispute domestique, d'autres à une télévision trop forte. Personne n'imagina que la vie d'Élodie était en train de s'achever à quelques mètres de leur chambre. Lorsque le corps fut découvert, au petit matin, gisant dans son salon, la scène ressemblait davantage à une mise en scène qu'à un crime de passion. Les meubles n'étaient pas renversés, aucune trace de cambriolage, aucun signe d'effraction. Elle portait toujours sa blouse blanche, tachée de rouge, comme si l'assassin avait voulu laisser une image symbolique, un tableau macabre de ce qu'elle représentait, la vie soignante brisée par la mort. Et surtout, un détail troubla immédiatement les enquêteurs. Son collier préféré, qu'elle ne quittait jamais, avait disparu. Un pendentif en argent orné d'une petite pierre claire, cadeau de son père défunt. Les policiers inspectèrent chaque recoin, interrogeant les collègues, les proches, les patients. Les hypothèses se succédèrent, mais aucune ne tenait vraiment. Crime sexuel, rien ne l'indiquait. Règlement de compte, elle n'avait aucun ennemi connu. Accident déguisé, impossible, vu la violence des coups. C'était un meurtre, pur et simple, mais sans mobile apparent. Et dans ces affaires-là, l'absence de sens est la plus terrifiante, car elle signifie que le danger est partout, que le mal rôde dans l'ordinaire, prêt à frapper sans raison. Les médias s'emparèrent du drame, déployant leurs caméras devant l'hôpital, cherchant des larmes, des témoignages, des visages effondrés. On montrait sa chambre encore intacte, ses livres de cours de médecine ouverts sur la table, comme si elle allait revenir d'une garde de nuit. On répétait son prénom jusqu'à le transformer en symbole, Élodie, l'innocence sacrifiée. Mais derrière les images de compassion se dessinait une autre réalité, une enquête piétinant, des indices trop maigres, et un collier disparu qui devenait presque un fantôme obsédant, le seul fil reliant la victime à son bourreau. Les années passèrent, et avec elles, la mémoire collective s'émoussa. D'autres crimes vinrent saturer les journaux, d'autres scandales éclipsèrent en celui-ci. La famille continua de se battre, réclamant justice, déposant des fleurs sur une tombe trop fraîche pour vieillir. Mais le dossier s'épaississait de poussière, s'enfonçait dans les archives comme tant d'autres affaires non résolues. On murmurait parfois que le meurtrier était peut-être mort, ou qu'il vivait libre, anonyme, dans la même ville, croisant chaque jour ceux qui l'avaient plongé dans l'horreur. L'incertitude, cette lame invisible, s'enfonçait lentement dans les esprits. Et puis, 2 décennies plus tard, un antiquaire d'une petite ville frontalière sortit de ses cartons ce collier. Les maillons, noircis par le temps, portaient encore des traces brunâtres. Il l'avait récupéré, disait-il, lors d'un lot acheté chez un particulier qui se débarrassait d'objets anciens. Mais le hasard, cette mécanique implacable du destin, voulut qu'un ancien voisin d'Élodie, en flânant dans la boutique, reconnaisse immédiatement le bijou. L'histoire rebondit brutalement, ramenant à la surface des plaies jamais refermées. Ce collier n'était pas un simple bijou, c'était une clé, une preuve tangible que le passé n'était pas mort, qu'il attendait son heure pour revenir frapper à la porte. Dans le monde des enquêtes criminelles, certains objets agissent comme des spectres. Ils hantent les consciences, disparaissent pour réapparaître, imposant aux vivants de regarder en face la vérité qu'ils voulaient oublier. Ce soir d'automne, sous la vitrine poussiéreuse, le collier d'Élodie hurlait sans un mot. Son meurtrier avait laissé derrière lui une trace, et cette trace venait de réémerger. Lorsque les enquêteurs furent alertés de la découverte du collier, une étrange tension s'installa aussitôt dans l'air des bureaux de la police judiciaire. Certains jeunes officiers, qui n'avaient pas encore intégré la brigade au moment du meurtre, découvraient le nom d'Élodie Martin avec un mélange de curiosité et de gravité, comme on feuillette un vieux dossier maudit qu'on croyait oublié. Les plus anciens, eux, pâlirent. Ils se souvenaient de la nuit de 2001, de la scène figée dans le sang et le silence, du parfum étouffant de l'échec. Le retour de ce bijou était une provocation du destin, mais aussi une promesse. L'affaire n'était pas close, elle ne le serait jamais tant que la vérité n'aurait pas été dite. On transféra immédiatement le collier dans un laboratoire médico-légal. La technologie avait progressé depuis 20 ans,
et ce que l'on n'avait pas pu exploiter en 2001 devenait soudain une mine d'or potentielle. Les experts, gantés et masqués, déposèrent délicatement la chaîne sur un tissu stérile, comme s'ils manipulaient une relique sacrée. La loupe révéla des fissures microscopiques, des résidus incrustés, de minuscules particules brunâtres. Les premières analyses confirmèrent ce que les yeux devinaient déjà. Il s'agissait bien de traces de sang humain. Restait à savoir à qui elles appartenaient. Dans l'attente des résultats, les enquêteurs reprirent le fil du passé, ouvrant les archives, replongeant dans les témoignages. Les dossiers poussiéreux, jaunis, étaient encore là, empilés dans des boîtes cartonnées, comme des cercueils de papier. On relut les dépositions des voisins, les alibis des collègues, les pistes abandonnées, faute de preuves. L'affaire, à l'époque, avait débouché sur une série de suspects vite relâchés. Un voisin trop envahissant, un ex-petit ami rancunier, un patient obsessionnel. Chacun avait eu son heure de soupçon, puis l'ombre avait glissé ailleurs. Mais aucun d'eux n'avait pu être formellement relié à la scène du crime. Ce qui troublait alors, c'était l'absence totale de mobile. Dans la majorité des homicides, il existe une logique sinistre. L'argent, la jalousie, la vengeance, la pulsion sexuelle. Ici, rien ne collait. Élodie était décrite comme douce, réservée, discrète. Elle n'avait pas de dette, pas d'histoire d'amour tumultueuse, pas de conflit ouvert. C'était comme si le meurtre avait été gratuit, une violence venue de nulle part. Les policiers de 2001 avaient fini par s'épuiser sur cette équation impossible. Aujourd'hui, en 2021, la réapparition du collier offrait une nouvelle variable, peut-être décisive. Pendant ce temps, dans la petite ville où l'antiquaire avait mis en vente l'objet, les rumeurs couraient plus vite que la vérité. Les habitants se souvenaient soudain de cette nuit funeste, comme si la mémoire collective, longtemps endormie, s'était réveillée d'un cauchemar interrompu. Certains racontaient qu'ils avaient toujours su que l'assassin vivait encore parmi eux, caché derrière une façade ordinaire. D'autres parlaient d'un esprit vengeur, d'une malédiction attachée au collier. Dans les bars, on murmurait des noms, on rouvrait les vieilles rancunes, on pointait du doigt les solitaires, les marginaux. L'affaire, au-delà du judiciaire, redevenait un miroir de la peur sociale, l'ennemi invisible tapi derrière chaque visage familier. Un souvenir marqua particulièrement les enquêteurs en replongeant dans les archives. 3 jours après le meurtre, un témoin anonyme avait signalé avoir aperçu un homme rôdant autour de la maison d'Élodie. Grand, manteau sombre, démarche pressée. Mais ce témoignage, vague et sans détail, n'avait mené à rien. On l'avait classé parmi les innombrables illusions qui naissent après un drame. Or, en recoupant avec l'achat du lot d'objets par l'antiquaire, un nom refit surface, celui d'un certain Luc Morel, un ancien infirmier auxiliaire, renvoyé de l'hôpital peu avant le meurtre pour comportement inapproprié. En 2001, il avait été interrogé puis relâché, faute d'éléments. Depuis, il avait disparu des radars. La perspective que le collier ait transité par ses mains suffisait à réveiller les soupçons. Les policiers s'enfoncèrent dans son passé, déménagements fréquents, emplois précaires, une trajectoire de dérive sociale et psychologique. Rien d'illégal en soi, mais une ombre persistante. L'idée que le meurtrier puisse être encore vivant, encore libre, donna aux familles des frissons glacés, mais aussi une rage sourde. Car si l'affaire devait rebondir, cela signifiait que la justice avait laissé un assassin échapper pendant 2 décennies. Lorsque les résultats ADN tombèrent enfin, l'air se figea dans la salle. Le sang retrouvé sur le collier correspondait bien à celui d'Élodie, confirmant sans l'ombre d'un doute que ce bijou était présent lors du crime. Mais il y avait plus. Un profil génétique masculin, partiel mais exploitable, s'était mêlé aux traces. Une empreinte laissée par des doigts, une goutte, une contamination minime, peu importait. L'ADN, même fragmentaire, était une arme redoutable en 2021, bien plus qu'en 2001. On lança immédiatement une comparaison avec les bases nationales. L'attente dura plusieurs jours, chaque heure amplifiant la tension. Et puis, un soir, la correspondance arriva. L'ADN partiel correspondait, avec une probabilité significative, à celui de Luc Morel. L'ancien infirmier que l'on avait relâché 20 ans plus tôt revenait soudain au premier plan. Cette révélation fit l'effet d'une déflagration. Le temps s'effaçait, ramenant les policiers, les familles, la société tout entière à ce mois de février 2001. Mais cette fois, il y avait une piste concrète, un nom, une chair sur l'ombre. Reste que rien n'était simple. Luc Morel vivait désormais loin de la ville, reclus dans une maison isolée, entouré de silence et de chiens de garde. Il n'avait jamais été condamné, il clamait son innocence dès qu'on évoquait son passé.
Mais le collier, désormais, parlait contre lui. Et derrière cette voix muette de l'objet, on devinait la silhouette d'Élodie qui, à travers le temps, tendait au vivant la preuve que son assassin avait laissé échapper. L'enquête prit un tournant obsédant. Les policiers, qui autrefois avaient classé le dossier, se mirent à traquer chaque détail de la vie de Morel. Ses achats, ses déplacements, ses fréquentations. On interrogea ses anciens collègues, ses rares voisins. Chacun semblait se souvenir d'un comportement étrange, d'une phrase déplacée, d'un regard insistant. Le puzzle se recomposait peu à peu, comme si 20 ans de silence avaient enfin décidé de livrer leurs fragments. Et dans ce puzzle, le collier ensanglanté brillait comme la pièce centrale, celle qui rend l'image complète. Les enquêteurs savaient qu'approcher Luc Morel ne serait pas une tâche anodine. 20 ans de silence forgeant autour d'un homme un mur invisible, une armure de solitude que seule une vérité éclatante peut fissurer. Le retrouver fut moins difficile qu'on ne l'imaginait. Il vivait désormais dans une maison décrépite en bordure d'un village forestier, une bâtisse aux volets clos, aux murs couverts de mousse, où les chiens aboyaient à la moindre silhouette. Les habitants du coin le décrivaient comme taciturne, distant, parfois agressif lorsqu'on évoquait son passé d'infirmier. On disait qu'il passait ses journées à bricoler dans le jardin, qu'il ne recevait personne, qu'il vivait reclus comme un fantôme parmi les vivants. Lorsque les policiers se présentèrent à sa porte, un soir d'hiver, le vent siffla entre les arbres comme un présage. Morel ouvrit, silhouette massive, cheveux grisonnants, visage buriné, mais ses yeux brillaient d'un éclat trouble, mélange d'étonnement et de méfiance. La mention du collier le fit pâlir un instant, imperceptiblement, mais l'ombre d'un tressaillement suffit pour que les enquêteurs comprennent. L'homme connaissait cet objet. Sa voix, rauque, tenta pourtant de nier. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Les chiens, derrière lui, grognaient comme s'ils flairaient la panique. On l'emmena au poste pour une audition formelle. Face aux questions, Morel resta évasif, multipliant les contradictions. Il prétendit n'avoir jamais croisé Élodie en dehors du cadre professionnel, puis affirma qu'elle l'avait accusé injustement d'insistance, qu'il n'avait jamais voulu que l'aider. Mais les souvenirs des collègues contredisaient ce discours. Plusieurs infirmières racontaient des gestes déplacés, des paroles ambiguës, une insistance lourde qui avait fini par lui coûter son poste. Le portrait d'un homme frustré, obsédé, commençait à se dessiner. Les enquêteurs le confrontèrent aux résultats ADN. Morel se crispa, martelant que les analyses pouvaient se tromper, que le collier avait pu être manipulé par d'autres. Ses mains tremblaient malgré ses dénégations. Derrière le miroir sans teint, les officiers se regardèrent. Il n'y avait pas encore de preuve absolue, mais chaque mot, chaque geste renforçait l'image d'un coupable enfermé dans son propre mensonge. La presse, flairant le rebondissement, s'empara de l'histoire avec une voracité intacte. Les journaux titraient « Le collier d'Élodie parle enfin ». Un suspect du passé rattrapé par l'ADN. Les caméras envahirent de nouveau les trottoirs, 20 ans après, comme si le temps n'avait pas passé. La famille d'Élodie, vieillie mais encore debout, revivait la douleur sous les flashs des photographes. La mère, cheveux blancs désormais, fixait les caméras d'un regard de pierre. « Nous avons attendu trop longtemps. Cette fois, il doit payer. » Mais l'affaire n'était pas si simple. Les avocats de Morel brandirent immédiatement la carte de la présomption d'innocence. Ils dénoncèrent un acharnement, un dossier fragile, une enquête viciée par le temps. Ils rappelaient que l'ADN était partiel, qu'aucune preuve matérielle directe ne liait Morel à la scène du crime, que le collier avait pu circuler entre plusieurs mains. La justice, lente et méthodique, exigeait plus qu'un éclat d'ombre. Alors la police décida de creuser plus loin, d'ausculter les années de Morel comme on fouille un sol pour exhumer des ossements. On découvrit qu'après son renvoi, il avait erré de ville en ville, multipliant les petits boulots, souvent dans des environnements où la proximité avec des femmes fragiles était possible. Dans certains villages, des rumeurs couraient. Une jeune serveuse disparue un soir de fête, une étudiante retrouvée battue mais jamais identifiée par son agresseur. Rien de concret, rien qui tienne devant un tribunal, mais une constellation inquiétante de coïncidences. Morel semblait toujours se trouver à proximité de drames restés sans auteur. Les enquêteurs fouillèrent sa maison. Dans le grenier, parmi des cartons humides, ils mirent la main sur des carnets, griffonnés de phrases incohérentes, de croquis maladroits. Certains évoquaient des femmes, décrites avec des initiales, des détails troublants, parfois des fragments qui semblaient correspondre à Élodie. Toujours souriante, mais
Elle ne m'a jamais vu. D'autres pages montraient des colliers dessinés, des chaînes, comme une obsession récurrente. Ce n'était pas une preuve en soi, mais un miroir de l'esprit. La scène de 2001 revenait en mémoire, reconstruite pièce par pièce. On imaginait Morel, rejeté, humilié, nourrissant une rancune silencieuse. Le soir du crime, il aurait attendu qu'Élodie rentre de son service. Il serait entré discrètement, peut-être en prétextant une visite anodine. Le collier, symbole de ce qu'elle protégeait, aurait été arraché dans la lutte. Le sang, sur les maillons, devenait la signature qu'il n'avait pas su effacer. Et 20 ans plus tard, le destin, ironique, faisait réapparaître ce témoin métallique, comme si la vérité refusait d'être enterrée. Pourtant, l'affaire restait fragile. Un procès ne pouvait se bâtir sur des hypothèses. Les enquêteurs savaient qu'il leur fallait plus. Ils reprirent alors les scellés de 2001, les vêtements d'Élodie, conservés au fond d'une chambre froide judiciaire. Grâce aux techniques modernes, ils purent extraire des traces infimes, presque effacées par le temps. Et là, un miracle scientifique se produisit. Sur un ourlet de blouse, invisible à l'œil nu, on détecta une empreinte génétique concordante avec celle de Morel. Cette fois, la chaîne se resserrait. Lorsqu'on annonça la découverte, un silence lourd tomba dans la salle d'interrogatoire. Morel baissa les yeux, ses épaules s'affaissèrent. Pendant un instant, on crut qu'il allait avouer. Mais sa voix se brisa en un murmure « Vous ne pouvez pas comprendre. » Rien de plus. Le reste, ce fut le silence obstiné d'un homme retranché dans son propre gouffre. Dehors, la pluie martelait les vitres comme un écho des larmes passées. Le collier ensanglanté, posé désormais dans une vitrine de scellés, brillait faiblement sous la lumière artificielle. Objet inanimé, mais chargé d'une puissance implacable, il avait traversé 2 décennies pour ramener à la surface ce que l'homme avait voulu enfouir. Et tandis que la justice préparait ses armes, que les avocats affûtaient leur plaidoirie, la société, elle, se retrouvait face à un miroir cruel. Combien d'autres affaires dormaient encore, attendant qu'un objet, un fragment, un détail oublié vienne les réveiller. Le parquet décida d'ouvrir une instruction judiciaire. L'annonce, diffusée un matin d'hiver, résonna comme un coup de tonnerre dans le paysage médiatique et social. L'affaire Élodie Martin, longtemps classée parmi les mystères irrésolus, entrait dans une nouvelle phase, celle d'un procès en devenir où 20 ans de silence allaient peut-être s'effondrer sous le poids des preuves scientifiques. Dans la salle d'audience prévue pour les premières auditions, les bancs de bois craquaient comme pour rappeler la gravité du moment. Les journalistes installaient déjà leurs caméras devant le tribunal, attendant le défilé de visages meurtris et de déclarations solennelles. Luc Morel fut placé en détention provisoire. Le juge d'instruction, un magistrat réputé pour sa rigueur implacable, décida de le confronter à l'ensemble des éléments accumulés. Le collier, les carnets, les traces ADN, tout fut présenté comme autant de lames affûtées destinées à percer les défenses du suspect. Mais Morel s'accrocha à son silence. Ses avocats plaidaient la contamination possible des scellés, la fragilité des analyses génétiques partielles, le caractère interprétatif des carnets griffonnés. Pour eux, l'enquête ressemblait à une construction artificielle, un puzzle forcé dont les pièces avaient été assemblées pour correspondre à une conclusion préétablie. Dans l'opinion publique, le débat faisait rage. Certains voyaient en Morel le coupable idéal, celui que l'on avait laissé s'échapper par négligence et qui devait enfin payer. D'autres redoutaient une erreur judiciaire, craignant que la soif de justice après 20 ans d'attente ne conduise à condamner un homme sans certitude absolue. Le pays se divisait, les plateaux télé s'enflammaient, les chroniqueurs judiciaires exhumaient des cas similaires, rappelant que la vérité n'est jamais une évidence, mais une lutte acharnée contre le doute. La famille d'Élodie, elle, oscillait entre espoir et crainte. La mère, chaque jour, se rendait devant le tribunal avec un médaillon portant la photo de sa fille, le visage figé à 24 ans, éternellement jeune. Elle déclarait aux journalistes « Je veux seulement la vérité, pas une vengeance, pas une illusion, la vérité ». Ces mots, simples mais tranchants, résonnaient comme un rappel à tous. Au-delà des discours, il y avait une victime, un vide béant, une tombe que le temps n'avait pas refermée. Pendant ce temps, l'instruction avançait. Les experts psychiatres furent sollicités pour dresser le portrait de Morel. Ils évoquèrent un homme marqué par la frustration, l'isolement, une personnalité narcissique blessée par l'humiliation de son renvoi. Ces carnets, analysés par des graphologues, révélèrent une obsession récurrente pour les femmes, décrites comme des figures de domination ou de rejet. Certaines phrases
résonnait avec une inquiétante proximité avec le destin d'Élodie. Mais là encore, la ligne entre interprétation et preuve demeurait fine, fragile comme une vitre prête à se briser. Le juge décida de confronter Morel à d'anciens témoins. D'anciens collègues vinrent déposer, racontant les regards insistants, les phrases dérangeantes, les tensions sourdes. Une infirmière se souvint d'un soir de garde, quelques semaines avant le meurtre, où Morel avait confié dans un souffle « Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura ». Comme un signe en que si cette phrase, notée à l'époque dans son rapport, avait été jugée insuffisante pour accuser formellement. Aujourd'hui, elle revenait comme une lame sortie des ténèbres. Face à ce souvenir, Morel resta de marbre, le regard fixe, refusant d'expliquer. Mais ce fut un détail supplémentaire qui resserra l'étau. Dans ses comptes bancaires de 2001, on découvrit un retrait effectué le soir du meurtre, à un distributeur situé non loin du domicile d'Élodie. Les caméras de surveillance, d'une qualité médiocre à l'époque, ne permettaient pas de l'identifier avec certitude, mais la coïncidence frappait. Chaque élément, pris isolément, pouvait être contesté. Ensemble, ils dessinaient une silhouette de plus en plus précise, une ombre qui coïncidait trop avec celle du suspect. La défense, acculée, décida d'attaquer la légitimité même de l'instruction. Elle affirma que le procès devenait un théâtre destiné à apaiser l'opinion, qu'on cherchait un coupable pour clore un chapitre trop longtemps ouvert. Mais derrière ces stratégies, une vérité plus profonde se jouait. La société entière voulait croire que la justice, même retardée, pouvait encore frapper, que le temps n'effaçait pas la responsabilité. Dans les tribunaux, on répète souvent que la vérité judiciaire n'est pas la vérité absolue, mais elle est la seule que l'on puisse offrir aux vivants. Les jours s'étiraient, lourds, ponctués d'audience et d'expertise. Le collier, toujours enfermé dans son écrin de scellé, devenait presque une icône. Les journalistes en parlaient comme d'un témoin muet, un fantôme d'argent, un cri silencieux. Et plus le procès approchait, plus l'objet semblait concentrer en lui toutes les tensions. L'innocence volée, la mémoire des morts, l'espoir des vivants. Dans les couloirs sombres du palais de justice, les pas résonnaient comme un écho des nuits sans sommeil. On murmurait que l'audience à venir serait historique, que les bancs seraient pleins, que chaque mot prononcé pèserait comme une pierre. La silhouette de Morel, encadrée par des gendarmes, traversait ces couloirs sous les flashs, et chacun se demandait « Est-ce vraiment le meurtrier ou seulement le visage que l'on a choisi pour incarner le mal ?» La vérité, elle, restait tapie, insaisissable, attendant que la lumière crue du procès tente de la faire surgir. Le jour de l'ouverture du procès, le ciel était d'un gris uniforme, comme une toile tendue au-dessus du tribunal, prête à refléter la gravité qui s'annonçait. Devant les portes monumentales, une foule compacte s'était massée. Journalistes, caméras, curieux, militants pour les droits des victimes, tous attendaient le moment où les portes s'ouvriraient, laissant entrer le flot de spectateurs avides de vérité. Les regards se fixaient sur les fourgons de gendarmerie, guettant la silhouette de l'accusé. Lorsque Luc Morel apparut, encadré par 2 agents, son visage fermé, impassible, déclencha un cliquetis frénétique d'appareils photo. Certains criaient « assassin », d'autres se contentaient de murmures étouffés, mais tous savaient qu'ils assistaient à l'un de ces instants où l'histoire semble suspendue. À l'intérieur, la salle d'audience respirait une solennité presque oppressante. Le parquet ciré brillait sous les lumières artificielles, les bancs de bois craquaient sous le poids des familles, des journalistes, des anonymes. Le silence, lourd, se brisait par moments sous les chuchotements, vite étouffés par le regard sévère des gendarmes. Au premier rang, la mère d'Élodie tenait entre ses mains le médaillon de sa fille, serrant si fort qu'on devinait les jointures blanchies par la pression. Le portrait figé de la victime, affiché à côté du banc des parties civiles, dominait la salle comme une présence spectrale. Le président du tribunal entra, suivi des juges assesseurs. Les robes noires et rouges, les gestes mesurés, tout contribuait à transformer cet espace en théâtre implacable. Mais ce n'était pas une pièce, c'était une tragédie réelle, et chaque mot, chaque souffle, chaque preuve allait peser sur le destin d'un homme et sur la mémoire d'une femme assassinée. L'accusation prit la parole en premier. Le procureur retraça, d'une voix grave, les éléments accumulés. Le collier ensanglanté réapparut chez un antiquaire, les traces ADN concordantes, les carnets troublants, les témoignages de collègues, les incohérences du suspect. Chaque pièce du puzzle fut posée méthodiquement, avec une précision chirurgicale. Ce collier, mesdames et messieurs, n'est pas un simple bijou. C'est le cri muet d'une victime revenue d'entre les morts pour désigner son bourreau. La phrase, lourde d'émotion,
résonna comme un coup de glas. La défense se leva ensuite, et dans un ton posé mais acéré, tenta de déconstruire ce récit. L'avocat principal, un homme à la voix douce mais aux mots tranchants, s'adressa au juré. « On veut vous faire croire qu'un collier peut parler, mais un collier n'a pas de voix. Ce sont des interprétations, des suppositions, des coïncidences. La science, oui, mais une science partielle, fragile, contaminée par 20 ans d'oubli. » Les mots cherchaient à semer le doute, à fissurer la certitude naissante. Car dans une cour d'assises, le doute est une arme redoutable, parfois plus forte que la vérité. Puis vinrent les premiers témoignages. Une ancienne collègue d'Élodie, désormais retraitée, raconta à la barre les comportements déplacés de Morel. Sa voix tremblait, mais ses mots portaient au loin. Je l'ai vue la suivre dans les couloirs. Je l'ai entendue lui parler comme si elle lui appartenait. Elle essayait d'ignorer, mais il insistait. Le silence qui suivit ce témoignage pesa lourdement sur la salle. Morel, impassible dans son box, fixait le sol, refusant de croiser les regards. Un autre témoin, un voisin de l'époque, évoqua l'ombre aperçue la nuit du crime, une silhouette qui ressemblait étrangement à celle de l'accusé. Sa mémoire n'était pas précise, mais son émotion, elle, était intacte. J'ai vu un homme sortir de la maison. Je n'ai jamais oublié cette démarche, lourde, rapide. La défense s'insurgea, dénonçant la fragilité d'un souvenir vieux de 20 ans, mais l'image restait gravée dans l'esprit des jurés, comme une pièce ajoutée au tableau. Puis vint le moment le plus attendu, le plus redouté. La mère d'Élodie prit la parole. Elle avança lentement, soutenue par son fils cadet, jusqu'à la barre. Sa voix, rauque, brisée par les années, fit trembler la salle. Ma fille avait 24 ans. Elle soignait les malades, elle donnait sa vie aux autres. On me l'a arrachée. 20 ans d'attente, 20 ans de nuit. Aujourd'hui, je ne demande pas vengeance. Je demande qu'on regarde la vérité en face. Ces mots, simples et nus, percèrent le cœur des auditeurs bien plus violemment que n'importe quelle plaidoirie. Tout au long de la journée, le procès se transforma en un champ de bataille émotionnelle. Les experts défilaient, exposant leurs analyses ADN, détaillant les probabilités, les risques de contamination. Certains chiffres étaient implacables. La concordance entre le profil génétique de Morel et celui retrouvé sur la blouse d'Élodie atteignait une probabilité telle qu'elle ne pouvait être le fruit du hasard. Mais la défense contre-attaquait, rappelant que la science, si précise soit-elle, ne peut pas dire comment ni pourquoi le contact s'était produit. Était-ce une proximité professionnelle normale? Était-ce une manipulation postérieure? Les jurés devaient naviguer entre certitude et incertitude, entre lumière et ténèbres. Dans les couloirs, les journalistes transmettaient en direct, décrivant l'ambiance électrique, les visages fermés, les larmes retenues. Les réseaux sociaux s'enflammaient, chacun devenant juge, chacun tranchant, avant même que le verdict ne soit rendu. Le procès n'était plus seulement un affrontement judiciaire, il devenait un miroir de la société, un rituel collectif où chacun projetait sa peur, sa colère, son désir de justice. À la fin de la première semaine, un constat s'imposait. Le procès n'avait pas encore révélé toute sa vérité, mais il avait déjà rouvert toutes les plaies. La figure de Morel oscillait entre celle d'un coupable accablé par les preuves et celle d'un homme broyé par une machinerie judiciaire affamée de certitude. Et dans cette tension insoutenable, le collier ensanglanté, exposé parmi les pièces à conviction, continuait de briller faiblement, comme une étoile sombre guidant inexorablement le destin de tous ceux qui osaient le regarder. La deuxième semaine du procès s'ouvrit sous une atmosphère plus lourde encore. On sentait que la tension atteignait désormais son point de rupture, que chaque parole arrachée, chaque silence entretenu pouvait faire basculer la perception des jurés. Le visage de Luc Morel, figé, n'était plus celui d'un homme indifférent, c'était celui d'une forteresse assiégée, où les fissures commençaient à se dessiner. Les regards des jurés s'attardaient plus longtemps sur lui, oscillant entre compassion et effroi. Ce fut lors des confrontations directes que le climat devint incandescent. On fit entrer une ancienne patiente de l'hôpital où travaillait Élodie. Elle était à l'époque adolescente, hospitalisée pour une opération bénigne, et se souvenait de Morel comme d'un homme inquiétant, dont les gestes semblaient franchir des limites invisibles. Sa voix, hésitante au début, se raffermit au fil du témoignage. Il entrait parfois dans ma chambre sans frapper. Il restait debout à me regarder. Je n'ai jamais osé en parler. Ces mots, 20 ans après,
résonnait comme un écho différé du malaise qui avait entouré l'infirmière auxiliaire. La défense s'élança immédiatement pour tenter de décrédibiliser ce souvenir, soulignant l'âge de la témoin à l'époque, la fragilité de sa mémoire. Mais l'impact émotionnel était déjà gravé dans la salle. La figure de Morel se chargeait d'une aura sombre, celle d'un prédateur tapi dans la banalité du quotidien. Puis vint le moment redouté, la confrontation avec la famille de la victime. Le frère d'Élodie, désormais quadragénaire, s'approcha du box. Ses yeux lançaient des éclairs de rage contenue. Sa voix claqua comme un fouet. « Regarde-moi, Luc. Regarde-moi quand je te parle. Tu as volé ma sœur. Tu as détruit ma famille. Pourquoi? Dis-le. » Mais Morel resta muet, fixant un point invisible au-dessus des têtes, comme s'il cherchait à se réfugier hors de ce monde. Ce silence, loin de l'innocenté, accentuait l'image d'un homme cerné par sa propre culpabilité. Un tournant inattendu survint avec le témoignage d'un ancien collègue infirmier qui jusqu'alors n'avait jamais osé parler. Il révéla qu'une semaine avant le meurtre, Morel lui avait confié, dans une conversation en apparence banale, une phrase glaçante. « Certains bijoux portent la mémoire des gens. Si on les prend, on garde un peu d'eux. » Ce détail, insignifiant alors, prenait aujourd'hui une résonance effroyable. Comment ne pas y voir un lien avec le collier disparu, devenu pièce maîtresse de l'accusation? L'avocat de la défense s'arc-bouta contre cette avalanche de paroles. Il dénonça des souvenirs reconstruits après coup, contaminés par les journaux, les rumeurs, la peur collective. Mais à mesure qu'il parlait, ses mots semblaient glisser sur les murs, impuissants face au poids du silence accumulé. Car dans une salle d'audience, l'émotion devient parfois plus forte que la logique, et ici, chaque témoignage s'ajoutait comme une pierre tombale sur les épaules de Morel. Et pourtant, le procès n'était pas un long fleuve de certitudes. Un expert en criminalistique, appelé par la défense, remit en question certains aspects des analyses ADN. Selon lui, les prélèvements effectués sur la blouse d'Élodie avaient pu être contaminés lors des manipulations successives. La probabilité de concordance était forte, certes, mais pas absolue. Cette faille, minuscule mais réelle, sema un doute dans l'esprit de certains. On le voyait sur les visages des jurés, un froncement de sourcils, une hésitation. La vérité judiciaire, cette bête capricieuse, se nourrissait autant de certitude que de doute. C'est alors qu'une révélation inattendue éclata. L'antiquaire, rappelé à la barre, admit qu'il n'avait pas dit toute la vérité lors de sa première audition. Le collier ne lui avait pas été vendu par un particulier anonyme, mais par un homme qu'il connaissait vaguement, un certain René, ancien compagnon de beuverie de Morel. Sous la pression des questions, il reconnut que Morel lui-même avait un jour évoqué un bijou précieux qu'il ne voulait pas garder chez lui. Ce détail, enfin arraché, transforma l'audience en un champ de mine. Était-ce la preuve d'un lien direct entre l'accusé et la réapparition du collier? Le président du tribunal fit répéter plusieurs fois, exigeant des précisions. La voix de l'antiquaire tremblait, mais ses mots restaient clairs. « Oui, j'ai menti au début, j'avais peur de m'attirer des ennuis, mais je suis sûr que ce collier venait de Morel. » La salle explosa dans un brouhaha incontrôlable. Le président dut hausser la voix pour rétablir le silence, mais le mal était fait. Un parfum de certitude planait, renforcé par l'image d'un homme qui avait tenté de se débarrasser de la seule pièce qui pouvait le trahir. Ce soir-là, les journaux titrèrent avec une unanimité rare. « Le collier accuse. La vérité au bout d'une chaîne d'argent. » La société tout entière vibrait au rythme de ce procès, comme si le destin d'un pays se jouait dans ses bancs de bois. Dans les foyers, les discussions s'enflammaient. Fallait-il condamner sur la base d'un faisceau d'indices ou attendre une preuve irréfutable? Et au cœur de ce tumulte, la mémoire d'Élodie, elle, restait intacte, figée dans le sourire d'une photo jaunie, rappelant que derrière chaque argument, chaque chiffre, chaque plaidoirie, il y avait une vie brisée. La nuit, dans sa cellule, Morel restait immobile, assis sur son lit, les yeux ouverts dans l'obscurité. Certains gardiens racontèrent plus tard l'avoir entendu murmurer, presque dans un souffle. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Était-ce un aveu, une protestation, un fragment de délire? Nul ne le sut, mais ces mots, rapportés à la presse, devinrent un nouvel élément du drame. Et tandis que le procès poursuivait son cours, une question obsédait chacun. La vérité allait-elle enfin éclater, ou resterait-elle à jamais enfouie sous les ombres, comme tant d'autres mystères que la justice n'a jamais pu résoudre? Lorsque s'ouvrit la semaine des plaidoiries finales, la salle d'audience était saturée d'une tension presque physique. Chaque banc était occupé, chaque silence résonnait comme un écho dans les murs épais.
Les visages, épuisés par des jours d'audience, portaient les marques de l'attente, de la fatigue, mais aussi d'une faim insatiable de vérité. On sentait que l'instant approchait, que le procès, dans toute sa violence symbolique, allait atteindre son apogée. Le procureur, le premier, se leva. Sa robe noire semblait absorber toute la lumière, et sa voix, grave et lente, s'imposa comme une sentence avant même le verdict. Il reprit méthodiquement chaque élément, le collier ensanglanté, preuve matérielle surgie du passé, les traces ADN sur la blouse, confirmant une proximité criminelle, les témoignages des collègues révélant l'obsession maladive de Morel, les paroles de l'antiquaire établissant un lien direct avec la réapparition du bijou. Sa voix montait, crescendo, et chaque mot frappait comme un marteau. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une logique implacable. Luc Morel est coupable du meurtre d'Élodie Martin. La salle vibrait sous cette déclaration, et certains jurés baissèrent les yeux, comme s'ils avaient peur de rencontrer le regard du destin. Puis vint le temps de la défense. L'avocat se leva lentement, un silence religieux accompagnant ses premiers pas. Sa voix, douce mais acérée, tenta d'introduire une fissure dans le mur de certitude érigé par l'accusation. On vous présente un collier comme une preuve, mais ce collier a disparu pendant 20 ans. Qui peut dire ce qu'il a traversé, quelles mains l'ont touché? On vous parle d'ADN, mais on oublie de préciser qu'il est partiel, qu'il est fragile. On vous parle de souvenirs, mais 20 ans transforment la mémoire en mirage. Sa plaidoirie avançait comme une lame fine, cherchant à entailler le tissu de certitude qui enveloppait l'affaire. Il insista sur la présomption d'innocence, ce principe fondateur, rappelant que condamner un homme sans preuve irréfutable, c'était condamner la justice elle-même. Mais le visage de Morel, derrière lui, ruinait parfois ses efforts. L'accusé demeurait immobile, fermé, presque absent. Certains jurés cherchaient en vain un éclat de sincérité, une émotion, un souffle humain. Ce mutisme, qu'ils croyaient protecteur, devenait pour beaucoup l'ombre d'un aveu. Car dans une salle d'assises, le silence peut hurler plus fort qu'un cri. Puis vint le moment des parties civiles. La mère d'Élodie, tenant son médaillon, avança d'un pas tremblant. Sa voix, brisée mais ferme, fit frissonner l'assemblée. « Ma fille n'a pas eu de procès. Elle n'a pas eu le temps de se défendre. Elle a seulement eu le temps de mourir. Aujourd'hui, c'est sa voix que vous devez entendre à travers la mienne. Ce collier, c'est elle qui le portait. C'est son sang qui le tache. Ce n'est pas un objet. C'est la vérité que vous tenez entre vos mains. » Ces mots, simples, bruts, s'imprimèrent dans les consciences comme une vérité que rien ne pouvait effacer. À mesure que les heures passaient, l'audience se transformait en un rituel funèbre et solennel. Les jurés, figés, semblaient déjà hantés par le poids de la décision qu'ils devraient bientôt rendre. Le président rappela alors les règles, sa voix austère résonnant dans la salle. Vous allez juger en votre âme et conscience, sans haine, sans crainte, sans préjugés. Vous avez entre vos mains non seulement le destin d'un homme, mais aussi celui de la mémoire d'une victime. La défense eut un dernier mot, un souffle presque désespéré. L'avocat, les yeux brillants, déclara « Si vous avez le moindre doute, le moindre, vous devez l'acquitter, parce que condamner dans le doute, c'est ajouter une injustice à une tragédie. » Mais ces paroles, bien que justes en droit, semblaient fragiles face à l'émotion brûlante qui consumait la salle. Lorsque les plaidoiries prirent fin, un silence abyssal recouvrit le tribunal. On entendait seulement les respirations, rapides, contenues, comme si chaque poitrine craignait d'exploser. Les jurés se retirèrent, leurs pas résonnant sur le parquet comme une procession vers un sanctuaire invisible. Derrière eux, la salle restait suspendue, prisonnière d'une attente insupportable. Dans les couloirs, les journalistes murmuraient que le verdict pourrait tomber avant l'aube. Les familles se serraient les unes contre les autres, la mère d'Élodie murmurant une prière muette. Morel, escorté vers une salle attenante, ne prononça pas un mot. Ses yeux restaient fixes, perdus dans un horizon intérieur. Le temps, alors, sembla se figer. Chaque minute devint une éternité. Et dans ce silence chargé de spectres, le collier ensanglanté, exposé sous verre, brillait faiblement, comme si le destin tout entier reposait sur ses maillons d'argent. La délibération dura des heures interminables. Dans la salle plongée dans une attente suffocante, les bancs de bois semblaient gémir sous le poids des corps fatigués
et des âmes en suspens. Chaque chuchotement, chaque mouvement résonnait comme une faute contre le silence imposé par l'instant. Les visages, creusés par l'attente, fixaient obstinément la porte par laquelle devaient revenir les jurés. Le temps, dans ce tribunal, n'avait plus de logique. Il s'étirait, se contractait, devenait une matière épaisse où chacun se noyait. Puis enfin, au cœur de la nuit, la porte s'ouvrit. Les jurés entrèrent, leurs traits graves, leurs regards fermés comme des murailles. On devinait que le poids de la décision les avait marqués comme une empreinte indélébile. Le président de la cour reprit place, sa voix résonna, solennelle, implacable. « Levez-vous ». Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un puits sans fond. Luc Morel se leva, encadré par les gendarmes. Ses yeux fixaient un point invisible, ses lèvres tremblaient imperceptiblement. Dans la salle, on retenait son souffle. Le président lut la décision, chaque mot claquant comme une sentence antique. Reconnu coupable du meurtre d'Élodie Martin, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Un frisson parcourut la salle, mélange de soulagement et de vertige. La mère d'Élodie, les larmes coulant sur son visage ridé, se leva lentement. Elle ne cria pas, elle n'applaudit pas. Elle posa simplement une main sur son médaillon, murmurant un « merci » à peine audible, comme si elle s'adressait à sa fille. Le frère d'Élodie, lui, serra les poings, les yeux noyés de rage et de douleur mêlées, répétant à voix basse « c'est fini, c'est fini ». Mais chacun savait que rien n'était jamais fini, que la justice ne referme pas les plaies, elle les recoude seulement avec un fil fragile. Morel, lui, resta figé, un masque figé sur le visage. Certains jurés crurent voir un éclat, un rictus imperceptible, peut-être un soupir de soulagement étrange, comme si le verdict mettait fin à une attente insoutenable. Les gendarmes l'escortèrent hors de la salle, ses pas résonnant lourdement, presque comme ceux d'un condamné marchant vers un exil définitif. La presse s'empara du verdict avant même que l'aube n'éclaire la ville. Les titres claquaient. « Justice pour Élodie »,« Le collier a parlé »,« Le passé rattrape le meurtrier ». Dans les foyers, les discussions s'enflammaient, certains saluant la victoire de la science et de la persévérance, d'autres s'interrogeant sur la fragilité des preuves, rappelant que la vérité judiciaire reste une vérité humaine, imparfaite, sujette à l'ombre du doute. Mais au-delà des débats, quelque chose s'était accompli. 20 ans d'attente, 20 ans de silence avaient trouvé une issue. La société pouvait reprendre son souffle, mais dans ce souffle planait une question lancinante. Combien d'autres Élodies dorment encore dans les archives, attendant qu'un objet oublié, une preuve infime, vienne enfin réveiller leur vérité? Dans la petite vitrine des pièces à conviction, le collier ensanglanté reposait désormais comme une relique. Les maillons ternis par le temps semblaient encore briller sous la lumière artificielle, porteurs d'un message intemporel. Les objets se souviennent, même quand les hommes oublient. Dans ce bijou taché de sang, il n'y avait pas seulement la preuve d'un crime, il y avait la mémoire d'une vie volée, la trace indélébile de la fragilité humaine face à la violence. Et quand le tribunal se vida, quand les bancs craquèrent une dernière fois sous les pas fatigués, un silence étrange enveloppa l'espace. Un silence non plus d'attente, mais de conclusion. Un silence où résonnait encore la voix de la mère d'Élodie, sa demande simple et implacable, la vérité. La vérité avait été dite, ou du moins une vérité. Mais la vérité absolue, celle des gestes, des pensées, des instants qui précèdent la mort, restera à jamais perdue dans l'ombre. Seul le collier, vestige muet, continuait de la porter, témoin éternel d'une nuit de février 2001 où la lumière d'une jeune femme s'éteignit trop tôt. Et au-delà du crime, au-delà de la condamnation, cette affaire rappelait une leçon universelle. Le temps ne détruit pas tout. Certains objets, certaines mémoires, certains fantômes reviennent toujours. Ils attendent leur heure, ils frappent à la porte, et lorsqu'ils le font, ils nous obligent à regarder en face ce que nous avions voulu oublier.